Ce cher Albert Einstein disait: le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Mais ça tombe bien, parce que dans ce podcast, nous allons nous intéresser à un sujet qui a un lien avec le hasard, ou du moins à ces moments où on se dit: il n'y a pas véritablement de hasard, ou qu'est-ce qui se cache derrière le hasard. Et ce sujet, c'est les synchronicités. Alors, on pourrait voir très rapidement les synchronicités comme un point qui est plutôt mystique, mais même si tu n'es pas forcément intéressé par ce sujet qui est lié à la spiritualité, même si on va quand même pas mal en parler ici, crois-moi que tu vas porter ton attention sur les synchronicités et tu vas leur donner beaucoup plus de valeur que ce que tu peux imaginer. Qu'est-ce que une synchronicité? Quelle en est son origine? On en revient encore une fois à ce cher Carl Gustav Jung. Dieu sait qu'il a fait pas mal de choses intéressantes et tout particulièrement à la limite entre la science, la psychologie et la spiritualité. Ben, ça tombe bien puisque nous sommes sur le podcast Connaissance de soi. Je te souhaite la bienvenue en avant, mais j'ai pas fini de dire ce que l'on va voir sur cette émission. On va voir donc que sont les synchronicités, quelles sont leurs origines. On va parler d'une fameuse histoire d'un scarabée doré. On verra ce qu'il en est en particulier. On va parler également du lien entre Jung et un ami à lui, Pauli, qui est un grand nom de la mécanique quantique. On va voir la différence aussi également entre la synchronicité, le hasard et les signes. Ça, c'est important que tu saches ça absolument. On se posera la question: à quel moment vit-on une synchronicité? Est-ce qu'il y a des moments plus propices que d'autres? Et bien évidemment, que dit la science sur ce sujet-là? Quelles sont les limites à tout cela? C'est tout le programme de ce podcast. Et bienvenue encore, je te souhaite la bienvenue. Nous sommes sur le podcast Connaissance de soi. Je m'appelle Nick Open. Et au travers de mon travail, je t'apprends, je t'aide, je te guide plus particulièrement à découvrir cet univers infini qui est à l'intérieur de toi et tous ces trésors cachés. Et la connaissance de soi est vraiment un super domaine, un super moyen de le faire. Et pourquoi? Quel est le lien? Déjà, on va commencer entre les synchronicités et la connaissance de soi. Eh bien, tout d'abord, un point clé sur les synchronicités, c'est que ce qui va résonner pour toi d'un point de vue d'une synchronicité ne va pas résonner de la même façon, ne résonnera pas du tout pour une autre personne. On pourrait même croire, on pourrait même penser de façon, on va dire, très égocentrée, que l'univers a comploté à un instant T donné pour nous donner un élément, une information, pour nous donner une émotion, une sensation qui va avoir un impact fort et durable dans notre vie. Parce que oui, c'est de ça dont on parle avec les synchronicités. C'est vraiment d'un impact fort et durable qui nous permet de changer notre perspective sur la vie, de changer notre perspective sur le monde en général. Alors parfois ça peut être de façon très ponctuelle ou très spécifique et parfois sur des gros bouleversements, des gros changements que tu peux vivre. Les synchronicités sont également des moyens justement de trouver la voie qui est juste, de conforter certains choix que l'on a fait, mais également de nous donner des éléments, des informations, une aide qui nous permet de faire les choix suivants. Alors déjà, avant toute chose, avant d'aller plus loin, on pourrait se poser la question: qu'est-ce qu'une synchronicité? Et bien pour te l'expliquer, je vais te l'expliquer par une histoire. Et puis même plus particulièrement par l'histoire fondatrice des synchronicités. Alors nous allons donc faire maintenant un voyage dans l'espace et le temps pour nous retrouver dans le cabinet de ce cher Carl Gustav Jung. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes même plutôt en observation. Et il est en train de travailler avec l'une de ses patientes qui est assez perturbée et Jung aussi. Pour différentes raisons. La patiente justement parce qu'elle ne voit pas les résultats arriver et Jung parce qu'il voit un blocage chez elle qui empêche justement la thérapie d'aller au niveau supérieur. Et ce qu'il constate, c'est que elle a une tendance d'avoir une forme de rationalisme cartésien qui est tel que ça lui empêche de voir d'autres choses pour avoir une perspective un petit peu plus ouverte. On va dire qu'elle est plutôt un petit peu fermée sur sa posture. Alors ouais, que l'on s'entende bien, je ne dis pas que le rationalisme cartésien ferme toutes les portes, je dis juste que, comme toute chose, il y a une limitation, et là, notre patiente est vraiment amenée à cette limite-là. Et donc, Jung,
Ce qu'il faut savoir sur ces types de thérapies, s'intéresser énormément aux rêves. Il demande donc à sa patiente de lui raconter le dernier rêve en date. Elle lui raconte ce rêve qui, pour elle, n'avait absolument aucun sens et absolument aucune utilité. Il s'agissait en fait d'une personne qu'elle connaissait qui lui offrait un scarabée d'or. Alors elle dit oui, bon, le scarabée d'or c'est bien joli, on en voit en Égypte, enfin dans l'Égypte antique, mais bon, le scarabée d'or, ça n'a aucun sens. Jung se questionne, et puis finalement il entend un bruit à l'extérieur, et il se dit je vais ouvrir la fenêtre. Il ouvre la fenêtre et c'était un petit insecte qui cognait à la vitre. Pac, pac, pac. Donc il ouvre celle-ci. Et, à sa grande surprise, il voit rentrer dans le cabinet ce qui s'appelle une cétoine dorée. En d'autres termes, c'est un insecte qui appartient à la famille des scarabéidés. Il arrive à attraper l'insecte, il le montre à sa patiente et lui dit « Eh bien, regardez, le voilà votre scarabée doré !» La patiente se retrouva sous le choc. Comment est-ce que Jung pouvait arriver à faire sortir cet insecte scarabée doré alors qu'elle venait juste de lui en parler en rêve? On pourrait penser à un prestidigitateur ayant préparé son coup à l'avance. Pourtant, il n'en était rien. En fait, ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que notre cher Carl Gustav Jung s'est retrouvé, et sa patiente aussi, face à ce qu'on appelle une synchronicité. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que cet événement fut tellement choquant pour elle que ça l'a permis de sortir de ce fameux rationalisme pour avoir une autre perspective. Et du coup, ça a permis d'accélérer la thérapie. Jung, quant à lui, a vécu également cette même synchronicité. C'est intéressant parce que là, cet événement fondateur de synchronicité a eu un impact aussi bien sur la patiente de Jung que sur celui-ci. Et finalement, a eu un impact sur toi et moi, puisqu'on est en train d'en parler aujourd'hui. Et ça a eu un impact au tel point que ça lui a permis de développer ce concept. Et ce concept, quel est-il? Alors, pour le comprendre, on va venir à la définition originale de Carl Gustav Jung sur ce qu'est une synchronicité. Je cite. La synchronicité signifie d'abord la simultanéité d'un certain état psychique avec un ou plusieurs événements extérieurs qui apparaissent comme des éléments parallèles signifiants par rapport à l'état subjectif du moment. Si tu es comme moi lorsque j'ai lu pour la première fois cette définition, j'imagine que tu n'as absolument rien compris. Rassure-toi, on va aller un petit peu plus en détail et on va décrypter tout cela. Alors pour faire simple, on pourrait dire qu'une synchronicité, en fait, ce sont deux événements qui, en apparence, n'auraient pas une cause commune. Je reprends le cas de notre cher Jung avec son scarabée. Eh bien, sa patiente fait un rêve sur un scarabée. À ce moment-là, une sorte de scarabée doré, on va reprendre le nom technique, une cétoine dorée, donc qui fait référence, qui ressemble à un scarabée, arrive dans la fenêtre. Donc déjà, on part du principe qu'on a ces deux événements-là et que les deux événements, le fait qu'ils se produisent au même moment est assez improbable. La probabilité est quasiment nulle. Et donc, on va avoir ces deux événements qui vont se produire au même moment, qui n'ont pas en apparence une cause commune, puisque, pour rappel, la personne qui a rêvé d'un scarabée, c'est pas en disant j'ai vu un scarabée doré qu'elle a téléguidé le scarabée à l'intérieur. De même, Jung ne savait pas ce qu'elle allait lui dire en amont. Plus encore, le scarabée doré, il n'est pas sorti de son rêve. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu évident, bien évidemment, ce que je suis en train de dire. Mais c'est vraiment pour spécifier qu'on n'a pas, du moins en apparence, une même cause commune. On a deux causes très différentes qui se croisent à un instant T donné, à un instant très court, suffisamment court pour provoquer chez la personne une émotion, un impact émotionnel. Et l'impact émotionnel, il se fait donc, comme je l'ai dit juste en amont, parce que le temps est très court, mais aussi
parce que la probabilité que ça arrive, elle est très faible. On va prendre un contre-exemple de synchronicité, si tu veux. Tu vas travailler, admettons que tu travailles dans une entreprise, et tu arrives donc dans la société, vous êtes une cinquantaine d'employés, et tu penses à ton collègue de boulot, Gérard. Et au moment où tu penses à ton collègue de boulot, Gérard, celui-ci arrive à ta porte. Tu dis, ah tiens, quelle belle coïncidence, quelle surprise. Mais ici, on n'est pas véritablement sur une synchronicité parce que la probabilité que Gérard, qui travaille dans le même boulot que toi, est probablement peut-être au même étage que toi, ou peut-être à 2 bureaux de toi, la probabilité que tu penses à Gérard, elle est très forte, et la probabilité que Gérard arrive, elle est extrêmement forte aussi. Alors que là, la probabilité déjà, que la personne se parle d'un rêve avec un scarabée doré, bon voilà, on va dire le point de départ, elle rêve d'un scarabée doré, mais la probabilité qu'au même moment, un insecte rentre dans le cabinet de Jung, elle est très faible, et elle est quasiment nulle quand on voit le type du scarabée. Mais là où c'est intéressant, et justement, là où justement je vais parler également aux personnes qui ne sont pas forcément, qui pourraient encore dire, bon ben voilà, il s'agit d'une coïncidence, et moi je suis quelqu'un de rationaliste, et je crois pas à toutes ces choses-là, mais même si, toi qui m'écoutes, si jamais tu es dans ce cas-là, bien sache que la synchronicité va être utile aussi pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va intéresser d'un point de vue psychologique, c'est la transformation, c'est l'état. Et en fait, le choc qu'a eu la patiente, le choc qu'a eu Jung au moment où il a vu ce moment-là, où ça s'est passé, ça a eu une répercussion sur la perspective du sujet. En d'autres termes, ça a une répercussion sur le sens du scarabée doré, de ce rêve, et sur l'importance de celui-ci. Donc, lorsqu'on vit une synchronicité, et ça c'est vraiment un point clé, parce que je te parlais de transformation, eh bien, ça va amener, ça produit à nous une transformation, un mouvement psychique. C'est une source, en d'autres termes, d'enseignement, de changement. Mais pour qu'il y ait cette source d'enseignement et de changement, il faut d'abord qu'il y ait ces deux événements probables qui se passent, et aussi qu'il y ait un impact émotionnel et psychologique qui soit fait à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça, pour en revenir justement à des personnes qui seraient plus, on va dire, sur une approche, c'est pas rationaliste, ce serait plus matérialiste des choses, en fait, on peut être plutôt dans une approche, on va dire, de quel intérêt ça a de vivre une synchronicité, quel intérêt ça a, même si j'y crois pas, de vivre une synchronicité. Mais lorsque tu vis une synchronicité, ça va t'apporter des éléments de réflexion, des éléments d'enseignement, des éléments de transformation et de changement personnel. C'est ça qui est intéressant. Maintenant donc que j'ai répondu justement à cette partie-là, on va quand même aller sur la partie qui, la plus, qui va intéresser la grande majorité des personnes, et donc probablement toi. C'est la partie, on va dire, plus axée spiritualité. Et en même temps, tout en ouvrant la spiritualité en fonction des croyances de chacun. Ce qui est intéressant ici, c'est que on en vient à un point clé qui est de se dire, voilà, on a une probabilité qui est quasiment nulle. Et moi, vraiment, ce qu'il faut savoir à la base, je t'en ai déjà parlé, c'est que je suis d'une, on va dire, j'allais dire d'une éducation. J'ai fait des études dans le domaine scientifique, et tout particulièrement dans ce qu'on appelle le calcul scientifique, mathématiques appliquées, calcul scientifique. En d'autres termes, tout ce qui est les chiffres, tout ce qui est les probabilités, les nombres, c'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose que je connais très bien. Et plus encore, si on approche aussi la part psychologique avec les biais cognitifs. Et pour avoir vécu à plusieurs reprises des synchronicités transformantes, notamment, j'en pense tout particulièrement à deux d'entre elles qui se sont produites à un jour d'intervalle. Et quand je dis deux synchronicités qui sont produites à un jour d'intervalle, c'est pas deux éléments qui font une synchronicité, non, ce sont deux énormes synchronicités qui se sont produites à un espace très restreint. D'ailleurs, petite parenthèse, on va reparler justement, et je vais te dire pourquoi, à bien certains moments, on a plus de synchronicité que d'autres. Et en fait, ce qui s'est passé lorsque j'ai vécu
vraiment, c'est pas j'ai vu, c'est j'ai vécu, on le vit, c'est vraiment interne, c'est à l'intérieur de soi. Lorsque j'ai vécu ces deux synchronicités, je me dis, mais quelle est la probabilité que ça arrive? Et la probabilité, en fait, elle était quasiment impossible. Et quand ça arrive une fois, que ça se répète une seconde fois, et qu'il m'est arrivé quelques mois plus tard de me dire ah j'ai un petit doute là-dessus et à ce moment-là se reproduit une autre synchronicité qui a un lien avec la toute première et qui confirme celle-ci, on se dit bon, on peut être sceptique jusqu'à un certain point, mais quand même là c'est fort, c'est super fort. Et en fait, si je te dis ça, c'est pas pour essayer de te convaincre, parce que je sais que ça, c'est ma perception, c'est ce que j'ai vécu moi. Et c'est ça qui est difficile lorsqu'on vit des approches, et c'est peut-être ton cas, et ça t'aidera peut-être justement ce que je vais te dire là par rapport à d'autres personnes qui peuvent être un petit peu sceptiques. Et parce que je parle aussi à ces personnes-là, c'est aussi pour ça que je me permets d'être un petit peu plus, de passer un peu plus de temps sur ce sujet-là. C'est que, en fait, ce que l'on vit, on va le vivre soi. Et on a beau le dire à une personne, on a beau expliquer des histoires exceptionnelles, on va avoir des personnes face à nous qui vont avoir tendance à rationaliser oui mais ceci, oui mais cela. Et c'est vrai que dans des fois, eh bien, on peut arriver à rationaliser ou à trouver une réponse qui peut sembler, pour un matérialiste, qui peut sembler répondre à ça, 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 ça. Sauf que lorsqu'on vit la chose, eh bien c'est pas pareil. Et écouter quelqu'un qui nous raconte une expérience de synchronicité et vivre une expérience de synchronicité, ou une expérience, on va dire, spirituelle, quelle qu'elle soit, eh bien, ce sont deux choses radicalement différentes. Et là, on en vient également à un point clé qui est la perception cognitive d'un événement. Par exemple, une personne nous raconte quelque chose, et bien si elle nous le raconte, on peut le vivre intellectuellement, mentalement, voire émotionnellement. Mais ça ne sera jamais aussi fort que la perception, on va dire, émotionnelle et incarnée d'un événement. Et si je t'évoque cela, c'est spécifiquement pour parler d'un point particulier des synchronicités, c'est que celles-ci sont très personnelles. Et comme on l'a vu sur l'exemple de Jung avec le scarabée, eh bien, on a un élément qui est très personnel, qui est le rêve de cette patiente, et le scarabée qui arrive à l'instant T donné. Maintenant, si quelqu'un te parle à un moment donné d'un rêve qu'il ou elle a fait, te dit, ben voilà, j'ai fait un rêve où j'ai vu un cygne, l'oiseau cette fois-ci, un cygne qui avait une petite couleur rosâtre sur une aile. Et que toi, après, peut-être quelques jours plus tard, tu vois un cygne avec une couleur un peu rosée sur l'aile. Ça peut être très fort. Ça peut être une synchronicité pour toi. Comme ça peut ne pas l'être. Et ce qui va avoir vraiment, qui va vraiment faire la différence, c'est l'impact émotionnel et l'impact psychologique que va produire cet événement pour toi. C'est pour ça que lorsqu'on parle, si on en revient au cas de Gérard qui passe devant notre bureau, on est étonné, on est surpris sur le moment. On dit ah tiens c'est marrant justement je pensais à toi. Mais après, il n'y a rien qui va se passer. Alors que sur une synchronicité, on va avoir un impact émotionnel qui va être tellement fort que ça va amener une source d'enseignement et de changement. Si à un moment donné, tu vis quelque chose, tu vis une forme de coïncidence très forte et que cette coïncidence ne provoque absolument rien par la suite, alors là, ce n'est pas une synchronicité. Ça peut être un signe, peut-être un signe du destin, un clin d'œil de l'univers ou autre, ça peut être un pur hasard, mais ce n'est pas une synchronicité dans la définition telle qu'elle a été définie par Jung. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement cette source de changement, cette source de transformation que fait la synchronicité. Autre point, justement, puisqu'on est dans ce sujet-là, différence entre synchronicité et une forme de hasard, on l'a vu un petit peu avec le cas de Gérard, mais aussi parfois certains vont dire ah mais je vois sans arrêt des heures miroirs ou des heures jumelles, 11h11, 22h22 et autres, j'ai des synchronicités toute la journée. Alors, que l'on soit clair ici, ceci n'est pas une synchronicité. Pourquoi? Parce que si à un moment donné je vois marqué 11h11, et qu'il n'y a pas quelque chose à côté qui rentre en résonance et qui fait un impact fort émotionnel et qui encore plus me fait une source d'enseignement, si je vois juste ça comme un petit clin d'œil de l'univers ou autre, ou une simple coïncidence qui peut arriver,
ça va pas avoir de véritable impact. En fait, un signe, c'est juste quelque chose qui va arriver à un instant T donné, qui va être glissé par l'univers et qui va nous signaler ou nous amener dans une direction donnée. Mais lorsqu'on a un 11h11, par exemple, si on prend ces heures miroirs ou heures jumelles, lorsqu'on a 11h11 qui arrive à un instant T donné, je regarde mon téléphone, ah tiens, comme par hasard, je regarde mon téléphone et comme par hasard, il est 11h11, bien, là, on n'est pas dans la définition de la synchronicité. C'est-à-dire, pour rappel, le point de base de la synchronicité, je vais reciter Jung, c'est la simultanéité d'un certain état psychique avec un ou plusieurs éléments extérieurs. Et là, il est où le rêve du scarabée? Il est où cet événement, cette chose-là, qui est simultanée au 11h11 et cohérente? Donc tu vois, c'est assez différent. Je ne dis pas que les signes ne sont pas importants, je ne dis pas que les signes n'ont pas un sens en termes de spiritualité, je dis juste que c'est tout autre chose et que la synchronicité, c'est beaucoup plus fort. Et on en vient vraiment à ce point clé, c'est la causalité. Et la causalité, elle nous amène justement au domaine de la science. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jung a travaillé avec à l'époque un jeune étudiant qui était dans le domaine scientifique. Plus tard, il fit une thèse et plus tard, il est devenu chercheur. Cet étudiant, il a travaillé avec lui et notamment, il a recensé plus d'1 millier de rêves de celui-ci. Ils ont créé un tel lien qu'ils sont devenus amis. Et plus tard, ils ont collaboré ensemble. Cet étudiant était tellement brillant qu'il est devenu un des grands noms de la mécanique quantique. Plus encore, ses recherches sur le principe d'exclusion en mécanique quantique lui ont valu le prix Nobel de physique en 1945. C'est ce jeune étudiant qui est devenu un brillant nom et un grand nom de la mécanique quantique s'appelle Wolfgang Ernst Pauli. Et Pauli et Jung ont énormément travaillé ensemble, et tout particulièrement sur des concepts proches en s'inspirant ou en travaillant avec le fameux concept de synchronicité de Jung. Et vraiment, l'effort fondamental du travail entre Pauli et Jung, c'était d'arriver à faire le lien entre la physique fondamentale et la psychologie. Et l'un et l'autre étaient convaincus qu'il y avait vraiment un lien entre finalement ce monde de la psychologie qui est un monde plutôt immatériel, plutôt de l'esprit, et de l'autre, esprit spiritus, le souffle, et de l'autre, le monde de la physique, le monde de la matière, le monde du concret, du tactile. Quoique finalement, on se pose des questions lorsqu'on voit comment le monde quantique peut arriver à battre en brèche certaines postures ou certaines visions ou certaines choses qui semblaient établies selon la mécanique newtonienne telle qu'elle a été décrite initialement. D'ailleurs, pour faire ce lien entre la partie psychique et physique, Jung et Pauli disaient ensemble, je cite, la psyché et la matière sont régies par des principes communs, neutres, qui ne sont pas en soi identifiables. Donc c'est intéressant aussi parce que il y a vraiment dans leur approche une vision qui est une vision qui accepte le fait de ne pas savoir, qui accepte l'ignorance humaine. Et ça fait écho pour moi sur cette phrase que j'ai dû déjà te citer, tu as dû entendre dans ma bouche, parce que c'est une phrase qui pour moi est véritablement clé. Alors non, ce n'est pas connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Bon, celle-là tu l'as déjà entendu aussi, j'imagine. C'est ce que nous connaissons est une goutte d'eau, ce que nous ignorons est un océan. Ça c'est une phrase de Newton que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour revenir à Pauli, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il était très intéressé et passionné par les travaux de Kepler. En fait, Kepler lui-même avait vraiment cette approche qui était une approche très... Pauli et Kepler étaient qualifiés peut-être un petit peu de mystiques dans leur approche, et d'ailleurs Jung aussi dans le champ de la psychanalyse, c'est d'ailleurs un des points qu'il a séparé de Freud.
heu, dans le sens où il n'hésitait pas à aller dans le champ, on va dire, plutôt spirituel, plutôt ésotérique pour arriver à voir s'il n'y a pas autre chose, hem, comparativement au monde matériel. Et moi, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette audace, dirons-nous, et cette approche non conventionnelle par rapport à une approche qui, pour rappel, et là on va parler un petit peu rapidement de spirale dynamique, la difficulté pour des hommes comme ça, c'est justement qu'ils se retrouvent dans un monde qui a dominante un niveau orange de la spirale dynamique. Et bien que ça tend à évoluer, tout particulièrement depuis, je dirais une bonne décennie, le niveau orange de la spirale dynamique, c'est un niveau qui est plutôt orienté sur le matérialisme d'un point de vue philosophique et vers le concret, vers les connaissances scientifiques qui vont être primordiales sur tout ce qui peut être, d'un ordre spirituel et bon, je simplifie, véritablement. Hem et donc du coup, c'est pas évident. C'est pas évident pour des hommes comme ça d'apporter des visions un petit peu innovantes. Je t'invite également à voir aussi, en commentaire, justement, on parlait de spirale dynamique, à voir, donc le premier lien qui est en description. Comme ça, tu pourras avoir plus d'infos sur la spirale dynamique, sur l'énéagramme, et aussi, surtout parce que là, vraiment, ça rejoint et j'en parle beaucoup, beaucoup plus en détail sur, connexion à l'invisible, comment se connecter à l'invisible, comment développer ses capacités spirituelles. Tu verras, c'est le premier lien qui est en description. Tu trouveras très facilement. Je me fais pas de soucis là-dessus, parce que justement, là, on va beaucoup plus en profondeur sur l'utilisation de synchronicité et de toutes ces approches-là. Allez, on revient à Paoli qui nous disait que, je cite: «Il serait, beaucoup plus satisfaisant si la physique et la psyché pouvaient être vus comme des aspects complémentaires de la même réalité.» Et d'ailleurs, Jung avait fait un premier diagramme qu'il avait proposé à Paoli. Et sur ce diagramme-là, qui après a été modifié par Paoli, donc je vais vraiment te donner plutôt la version finale de celui-ci, ou du moins te la citer. Mais pour cela, je vais te reparler, je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé sur le travail sur les profils psychologiques de Jung, sur les fonctions cognitives, sur introversion, extraversion. Regarde sur les anciens podcasts. Introversion, extraversion, c'était le premier. Puis après, on avait eu les 8 personnalités de Jung avec les 8 fonctions cognitives. Et donc, pour refaire le lien, je t'avais dit que Jung était passionné par l'alchimie, d'ailleurs il s'en est servi sur la partie psychologique, on va dire plus de l'alchimie psychologique, et il parlait de 4 points fondamentaux qui pouvaient se voir 2 à 2. Et ceci, c'était en alchimie, on avait le sec et l'humide, donc qui étaient plus ou moins antagonistes, et de l'autre côté, le chaud et le froid. Et cette répartition en 4 avec 2 à 2, deux opposés, Jung l'a utilisé beaucoup. Il a utilisé là-dessus, si je te cite ça, en alchimie, c'était à l'époque, pour te préciser, les 4 fonctions qu'on avait qui étaient la sensation et l'intuition qui étaient 2 à 2, et de l'autre côté, la pensée et le sentiment qui étaient 2 à 2. Et il a proposé un diagramme qui lui semblait être cohérent justement dans le même sens, où 2 à 2, comme on avait mis le chaud et le froid d'un côté, on aurait pu mettre 2 à 2 deux concepts plutôt liés à ce qui va se passer d'un point de vue des événements et en lien avec la psychologie, et 2 à 2 des lois qui seraient en lien avec la physique. Et donc ces lois en lien à la physique, 2 à 2, et donc ça nous fait le fameux 4, ça serait d'un côté le continuum espace-temps, qui est en relation, je ne dis pas dire opposition, mais en complémentarité à l'énergie et la conservation d'énergie. Donc ça, c'est plus Paoli qui a amené ça. Donc un peu comme si on reprend l'alchimie, on avait chaud-froid. D'un côté, chaud, ça pourrait être l'équivalent, ce serait énergie. De l'autre, froid, ça serait le continuum espace-temps. Donc on a ces deux à 2 qui vraiment se complètent et à eux deux permettent justement de poser les bases, parce que c'est vraiment un socle de base, les bases fondamentales pour comprendre le monde physique. Donc,
ils prennent ce postulat-là, Paoli explique ce postulat-là, et Jung, de son côté, apporte le complémentaire, donc qui a 2 à 2, qui serait d'un côté la causalité et son parallèle, la synchronicité. Je vais aller plus en détail. Donc, on revient. On a finalement notre base de 4 points, puisque finalement, pour poser les bases, il nous faut 4 points. On a 2 à 2, l'énergie, la conservation d'énergie et le continuum espace-temps de l'autre. Et de l'autre côté, on a causalité, synchronicité. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est causalité et synchronicité. Qu'est-ce qu'une causalité? Et la causalité, c'est tout simplement l'idée que, à toute cause, vient sa conséquence. Il y a un événement qui est arrivé, et donc, il va se produire après un autre événement qui sera sa conséquence. Et à chaque fois, on peut descendre, donc cette conséquence-là va être la cause d'autres conséquences, et ainsi de suite. Et de même, on peut prendre un événement à l'arrivée. Admettons que, voilà, on arrive, on rentre à la cuisine, et on voit que le verre est cassé par terre, et on va remonter jusqu'aux causes. Pourquoi le verre est cassé par terre? Mais justement parce qu'il est rentré en contact au sol. Donc le verre s'est brisé. Pourquoi il est rentré en contact au sol? Parce qu'il a fait une chute. Pourquoi il a fait une chute? Parce qu'il était sur la table. Pourquoi il est tombé de la table? Parce que peut-être le chat a, forcément, c'est toujours la faute des chats, le chat a fait tomber le verre. Pourquoi le chat était sur la table? Parce qu'à un moment donné, il est rentré dans la cuisine. Donc là, on voit que les choses sont logiques. Une cause amène une conséquence. Sauf que si on reprend notre scarabée de Jung, ben là, on se retrouve face à un état de synchronicité qui dit que on parle d'un événement, on parle d'un scarabée, on parle d'un rêve de scarabée, et à un moment donné, un scarabée arrive dans la pièce. Et ces deux événements-là, c'est ça qui est fou avec les synchronicités, ont un sens, vont avoir une conséquence commune, qui est la production d'un état émotionnel et psychique chez la personne, sauf que les deux causes sont indépendantes. Et si on prend une approche plus métaphysique et plus spirituelle de la chose, on pourrait se dire, ces deux événements devaient arriver au même moment pour pouvoir produire cela. Sauf que, ils n'ont pas la même origine. Donc c'est un peu comme si le point d'intersection des deux événements, qui est la conséquence, eh bien, amène deux causes différentes. Et là, ça pose question. Là, ça pose véritablement question. Parce que ça nous met en perspective et ça remet en question justement la notion de tout événement, toute conséquence a une seule et unique cause. Et c'est intéressant parce que lorsque on voit le domaine de la mécanique quantique, et là tout particulièrement si on prend la fameuse expérience de pensée du chat de Schrödinger, qui est, je le concède, assez difficile à cerner au départ, bon, après une fois qu'on a compris les concepts, mais ça permet de comprendre un petit peu mieux les principes de la mécanique quantique, qui parle de superposition des états. Et que selon la mécanique quantique, on a une superposition des états, on met un chat dans une boîte, on met une particule qui, par son déplacement ou dans son déplacement d'une façon ou d'une autre, va déclencher l'ouverture d'une fiole qui recèle en elle un poison mortel. Selon que cette particule va être dans un état ou dans l'autre, elle va déclencher le poison ou elle ne va pas le déclencher. Si elle déclenche le poison, le chat meurt. Si elle ne déclenche pas le poison, le chat est vivant. On met le chat dans la boîte, on attend, et lorsqu'on ouvre la boîte, à un moment donné, eh bien, on va savoir si le chat il est mort ou il est vivant. Pour se dire, ben là c'est logique. Une cause amène une conséquence. Sauf que la physique quantique nous dit, et ça c'est ça qui est particulier et subtil, c'est que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, c'est-à-dire que tant qu'un observateur n'a pas vu la scène, les deux états sont en même temps. Alors ça veut pas dire, qu'on soit clair, hein, ça veut pas dire qu'il y a 50% de chances que le chat soit mort et 50% de chances que le chat soit vivant. Et en fait, on ne sait pas du tout parce que la boîte, elle est fermée. Non.
C'est pas ça que dit la physique quantique, selon cette expérience de pensée. Ce que dit la physique quantique, la mécanique quantique, ce qu'elle dit, c'est que à cet instant T donné, eh bien, il y a les deux choses qui se passent en même temps. C'est un peu comme si, pour faire un autre parallèle, on avait un instant T donné, on met le chat dans la boîte, on a cette particule qui peut être dans un état et dans l'autre, on a ouvert deux réalités, si on parle des multivers en plus, en ce moment c'est à la mode, on a deux réalités, deux univers, un univers où le chat est mort, un univers où le chat est vivant. Et ces deux réalités existent. Et au moment où l'observateur va justement entrer en jeu, ouvrir la boîte, en d'autres termes, figer l'état de la particule, lorsque l'observateur va ouvrir la boîte, à ce moment donné, une des deux réalités va se figer, soit celle du chat mort, soit celle du chat vivant. Voilà ce que dit l'expérience de Schrödinger. Et donc là, on est vraiment sur des notions métaphysiques. Je ne vais pas vraiment aller plus loin parce que voilà, mais ces notions métaphysiques qui sont vraiment des fondamentaux de la mécanique quantique. Je reste d'ailleurs épaté pour me dire voilà, à quel moment une personne a réussi à conceptualiser cela tellement c'est contre-intuitif. Et ça vient dans notre notion de causalité. Et dans la synchronicité, on pourrait se dire un petit peu la même chose, c'est qu'il y a plein d'éléments d'un côté et de l'autre, et à un moment donné, bam, la synchronicité se passe, et c'est là où les choses sont en train de se figer sur une simultanéité de deux causes différentes. C'est juste fou. Et alors ici, à cet état-là, on pourrait mettre une dernière dose de scepticisme en se disant ok Nico, c'est bien joli, tes synchronicités, mais c'est quand même assez égocentré ce truc. C'est genre à un moment donné, une personne, elle va vivre quelque chose et il n'y a que elle qui va le vivre et c'est un peu comme si le monde conspirait pour cette personne-là. On est des milliards de personnes sur Terre. Je veux dire, et encore, on est un grain de sable par rapport à l'infinité d'univers, enfin, à l'infinité de planètes qui sont dans l'univers, à l'infinité d'étoiles qui sont dans l'univers, à l'infinité de galaxies. Ouais, quand même, à un moment donné, je veux dire, l'univers il complote pour notre bien, ok peut-être, mais c'est un peu une perspective très humano-centrée, très égocentrée. J'ai envie de dire, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, et plus encore, pourquoi pas si on prend en considération que nous sommes finalement nous-mêmes que un micro-monde. Et lorsqu'on regarde le fonctionnement des êtres humains, et puis même lorsqu'on regarde les fonctionnements en général de différentes perspectives, et ça déjà dès l'Antiquité des philosophes grecs qui s'intéressaient un peu à ces approches, même certains mystiques, on pourrait parler par exemple à certains courants de l'hermétisme avec la table d'émeraude, disaient ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ou il parlait d'autres de similarités entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc pourquoi est-ce que justement il n'y aurait pas une forme de parallèle et d'importance finalement de chaque élément de notre univers? Pour que l'on puisse fonctionner nous-mêmes, on a besoin d'atomes, on a besoin de notre cellule. Chacune des cellules de notre corps sont importantes, comme chacun de nos organes. Nos organes interagissent les uns avec les autres pour créer ce tout. Si à un moment donné un organe manque, eh bien c'est tout le système qui s'effondre. Et en même temps, nous en tant qu'humains, on a besoin finalement d'avoir la coexistence de notre humanité pour pouvoir interagir entre nous ou interagir avec les lois de la nature, le cycle de la nature. Si on regarde par exemple les cycles, la chaîne alimentaire, ne serait-ce que ça, tous les éléments de la chaîne alimentaire, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, sont là et coexistent pour justement maintenir cet équilibre-là. Puis également au niveau des planètes, et ainsi de suite. Donc chaque système a son importance. Et un système qui est l'être humain en tant que tel a son importance. Et si on prend le principe de base qui est de se dire que, effectivement, eh bien, il peut y avoir un impact sur un de ces systèmes-là, eh bien, pourquoi pas ne pas le vivre selon
l'importance de celui-ci. En d'autres termes, une synchronicité, certes, ça peut avoir l'air d'un point de vue extérieur de se dire, ben voilà, l'univers complote pour finalement créer une synchronicité pour ma cousine Mireille qui est qui galère dans sa vie. Ben, je suis désolé, si à un moment donné la cousine Mireille, elle vit une synchronicité, c'est que c'est important pour elle, c'est qu'elle devait la vivre et que ça va avoir un impact sur elle, mais ensuite, par les modifications que ça va impliquer chez elle, sur tous les systèmes qui vont tourner autour de Mireille. Ceux-ci auront un impact sur les autres systèmes, et ainsi de suite. C'est un peu, tu sais, on parle du fameux effet papillon avec le Batman d'elle qui va avoir, qui finalement ne provoque pas une tornade à l'autre côté de la planète, mais contribue à justement provoquer cette tornade. Et un petit élément, le fait de bouger un élément dans le système va avoir des conséquences sur tout le système. C'est pour ça que, et j'en reviens vraiment aux synchronicités, ce qui est intéressant dessus, et pourquoi Jung le met au même état que les causalités, qui semble être un principe fondamental du règlement cosmique de l'univers, une cause égale une conséquence, donc à l'autre côté il y aurait synchronicité, parce que j'en reviens au principe de base, on a donc deux principes qui n'ont pas la même cause commune, qui amènent un impact émotionnel et psychologique sur la personne, et qui donc, par la suite, sont source d'un enseignement et d'un changement. Et c'est là finalement qu'on se voit que c'est ici que va se faire les choses. C'est sur cette source d'enseignement et de changement. La synchronicité est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un avant et un après. Parfois, celui-ci est très petit, parce que ça va amener une petite modification chez la personne, un petit impact. Parfois, chez celui-ci, il va être immense, parce que ça peut amener des changements de vie radicaux. Mais même si l'impact est petit, eh bien, les micro-événements qui vont se générer par la suite vont avoir eux-mêmes un impact. Et là, je parle de micro-événements, mais c'est intéressant parce que je parle de micro-événements qui vont avoir des conséquences. Je parle de façon causale. Mais on pourrait parler de façon incausale. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments qui seront en parallèle qui amèneront d'autres synchronicités. Et pourquoi pas une succession de synchronicités. D'ailleurs, en parlant de synchronicité, de succession de synchronicité, eh bien, le chemin est tout prêt pour aller sur justement la dernière question qui nous reste à élucider, qui est une question fondamentale quand même, qui est à quel moment vit-on une synchronicité ? Alors, premier point, la synchronicité, on ne la recherche pas. C'est-à-dire qu'elle vient à nous. C'est pas nous qui allons vers la synchronicité, c'est la synchronicité qui vient à nous. Parce que si on essaye de provoquer une synchronicité, ben forcément, on fait une action qui va amener une conséquence. Or, on a bien vu que la synchronicité, c'était acausal. Donc, deux causes qui amènent une seule conséquence. Donc, on va maîtriser peut-être une partie de la ligne, mais l'autre partie qui va rentrer en confrontation, on ne la maîtrise pas. Et pourtant, ce qui va arriver, c'est que parfois, on va avoir des moments où on ne va pas vivre de synchronicité, peut-être pendant 1 an, 2 ans, quelques mois. Et d'autres moments, on va vivre, comme je te l'ai expliqué sur mon cas en particulier, 2 synchronicités d'affilée à l'espace de 24 heures. Pourquoi ? Alors on peut se dire, mais peut-être qu'on va surinterpréter certaines choses, qu'on peut parfois le faire, hélas, avec des signes comme les heures miroirs ou autres. Oui et non. Oui, on peut. Oui, on peut interpréter des hasards en se disant ou des coïncidences fortes comme des synchronicités ou des signes. Maintenant, on sait comment faire la différence. Seulement, garde toujours ceci en tête. Un impact émotionnel et psychologique avec une source de changement et d'enseignement derrière. S'il n'y a pas une source de changement et d'enseignement derrière, ce n'est pas une synchronicité. Donc déjà, ça permet de vraiment répondre à ce doute-là, si tu peux l'avoir à l'instant donné. Est-ce que je vis une synchronicité ou pas ? Est-ce que ça a été impactant ? Oui, non. Est-ce que j'en tire quelque chose ? Oui, non. Alors parfois, on ne va pas en tirer quelque chose de suite. Mais à un instant donné, est-ce qu'il y a un process qui se fait suite à cet événement-là ? Donc voilà, là déjà on sait ce qu'est une synchronicité. Et
la question c'est comment ça se fait qu'à un moment donné, je vis plusieurs synchronicités en même temps? Bien en fait, c'est très simple. On a vu que les synchronicités, ça amène un changement. Et la manifestation d'une synchronicité, et c'est le cas dans notre patiente avec Jung, si tu te rappelles, c'est qu'elle était bloquée pendant un état. Et la synchronicité, c'est comme si elle avait une espèce de coup de pied, de coup de pouce, coup de pied c'est un peu méchant, de coup de pouce du destin, de l'univers, Dieu, on mettra ce qu'on veut derrière, de l'inconnu, pour justement l'amener à passer à l'étape d'après. En d'autres termes, on va vivre des synchronicités, et des signes d'ailleurs en général, dans des périodes qui vont être dans des périodes souvent de gros changements de vie. Et c'est là où on va avoir ces signes qui vont arriver, on va avoir ces événements qui vont aider, qui vont amorcer, qui vont faire en sorte que ce changement puisse se faire. Parfois, la synchronicité pourrait être l'origine, la cause du changement. D'ailleurs, rappelle-toi, on n'est plus dans une voie de causalité. Donc la synchronicité peut être aussi bien être cause qu'une conséquence, ou qu'un moyen, qu'un élément à un instant T donné. Mais une synchronicité n'arrivera à toi et ne sera utilisable que si vraiment tu es prêt, prête à la recevoir. Si à un moment donné tu vis une synchronicité et que tu n'en tires rien, ben, peut-être que c'était une synchronicité. Mais comme il n'y a pas une source d'enseignement, de changement, ou comme tu n'as pas été prêt ou prête à la voir, eh bien, hélas, ce qui est une synchronicité est en train de s'effriter comme une terre qui devient sable, et dès lors, l'opportunité de changement n'est pas présente. Voilà pourquoi, et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, in fine, c'est d'être attentif à tout ce qui se passe autour de toi. D'être attentive à, finalement, et c'est vraiment un point clé dont on a parlé sur cet épisode-là, être attentif justement à des choses qui sont présentes et qui sont de l'ordre du subtil, qui sont de l'ordre de l'imperceptible, à ouvrir ton champ des possibles à n'importe quelle situation, à ouvrir ton champ des possibles à n'importe quelle manifestation que va t'amener le monde, l'univers, la vie. Sois attentif à ça. Et je ne peux que te souhaiter d'une chose, c'est de vivre des synchronicités, de pouvoir les vivre pleinement et de pouvoir en apprécier toute leur qualité, tout leur potentiel de changement et de transformation pour toi. J'espère que cet épisode aura pu t'aider au maximum. C'était encore une fois un plaisir pour moi de faire ceci avec toi. Quel que soit l'endroit où tu écoutes ce podcast, n'hésite pas, et ça serait vraiment cool et vraiment aidant pour moi et pour le podcast, à mettre une note, pourquoi pas un commentaire si tu le peux, et à le partager à des personnes qui devraient être intéressées sur ce sujet, la synchronicité. C'est comme ça que tu aides ce podcast à vivre et que tu m'encourages à aller plus loin. Et si tu veux également continuer avec moi, pour rappel, ma spécialité c'est la connaissance de soi. Je suis donc formateur. J'ai pas mal de contenu qui va pouvoir t'aider. Alors il y a du contenu gratuit, regarde le premier lien qui est en description. On pourra en parler plus sur l'énéagramme. On n'en a pas parlé trop l'énéagramme aujourd'hui, plus sur le podcast. On a Spirale Dynamique dont on a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, et beaucoup aujourd'hui sur la spiritualité, sur le monde de l'invisible. Donc il y a, pour te connecter à l'invisible, je t'invite à regarder le premier lien et aller sur cette partie-là pour se connecter à l'invisible et à tes capacités spirituelles, comment les développer. Je pense que c'est le lien qui t'aidera le plus des trois au regard de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et quant à nous, mais on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, je vais y arriver, pour un nouvel épisode plutôt du podcast. C'était Nico Pen pour le podcast Connaissance de soi. À très vite.